Dear Sir Madam, I hope this letter finds you well. My name is V.O. Kim Thang, and I'm writing to submit my visa application to see if I can tag along with my son to the Writers' Residency Program in Montreux, Switzerland, which is not sponsored by the Jan Michalski Foundation, which I can also totally understand. They do support my son the whole way through, though, which is very kind of them. As a mother, I am very happy for him and grateful for them. My passport details are as follows. It has always been my dream to travel to Europe. It is a land that I know very little about. I heard that the mountains were very beautiful. I also heard about fields of green grass running indefinitely towards the horizon. I heard that winters there were cold and there would also be snow. Snow, I have never seen snow before. Is it similar to a hailstorm? I got caught in a hail shower once when I was a teenager. The ice cubes hit my back and they left very ugly bruises. The worst thing was they destroyed my cabbage garden. I was very sad, but I guess snow is better, right? They look like cotton floss on the ground, or at least that is what I see in the pictures that my son shows me. It will be March when my son arrives in Switzerland. I will make sure to pack him plenty of warm clothes so that TSA will let him through. I hope the weather will be kind enough for his sinusitis. It runs in the family. Let me tell you a little bit about myself. I used to be a tailor, a very famous one. I made clothes for people in my hometown. I also taught my craft to those who wanted to learn it. Some of my students graduated and have opened their own tailoring services. I was very happy for them. When I was not making customer clothes, I would be sewing stuff for my son. I made him a little handkerchief with a cartoon character that he pulled out from a comic book. I remember him bringing it to the daycare and showing it to every one of his friends. Recalling that memory always puts a smile on my face. I am now a stay-at-home mom. My eyesight has gotten worse by the day, and my back could never withstand sitting next to the machine longer than 30 minutes. 30 minutes, not enough to do anything. Threading the floss through the tiny needle's hole takes me at least 5 minutes nowadays. Can you believe it? I guess I'm just old. My hobby is ballroom dancing with my friend. Not any kind of fancy moves, though, as we say, for health. Dancing is good for my aging joints, but I'm also glad I still have friends at this age. My husband does not like me dancing. He does not think that it is appropriate for Vietnamese women of my age to do so. Regardless, I do me. I have always been like that. Sometimes we fight about it and our relationship sours little by little. And then dancing helped me temporarily forget about that. It is like living in a flaming house and everyone suffering from 4th-degree burns. But nobody wants to give up on their gasoline jugs. But enough of the sad thing. I'm sorry if this makes you sad. I just realized that I know very little about what my son does. He said he is an artist and writer. I remember my blood boiling when he said he wanted to do that after college. But now he is traveling the world with his art. So there's no reason for me to not trust him. I always wanted him to be able to travel outside of this country. There is so much pain in this place and so many things to learn elsewhere. I want him to live this life the way he wants it. And I'll do anything to support him on that matter. That yours, Representative, you can have my word. My son always told me I was the first artist in the household and he picked it up after me. To be honest, I did not understand what he meant by that, but I can tell you I was flattered. He once showed me a piece that he had written, but I could not understand anything because I did not speak any English, although I noticed there was a word that he used a lot, queer. It translates into something along the lines of strange or monstrous in Vietnamese. Why does he think he is monstrous? He is the most beautiful thing that ever happened to me, even though I could not understand why he is so sad sometimes. He told me it was just a slang of his generation, but I have my doubts. There is so much I cannot understand. However, I do not think it is important. I'm sure he will tell me when he is ready.
one thing I can be sure that I am very proud of him. At the time this letter reaches you, he will be speaking about his art and our stories in a very big auditorium. I wish I could be there to see him too. I hope in the future I will be able to speak about his art and his writing to the people around me. It is hard to learn new things when you are approaching your 70s, but there is nothing a mother cannot do. Even if all I can see is his shadow under the light, I cannot see nor reach. Thank you for your time and consideration. Sincerely, Kim Dang. Hello. How's everyone doing? Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Tout le monde va bien? Parfait. So, my name is Tam Nguyen. Je m'appelle Tam Nguyen et la façon la plus complète de me décrire serait de dire que je suis quelque part entre l'artiste, l'écrivain et le chercheur. Et je vous demanderai de bien vouloir applaudir ma mère qui a préparé le discours d'ouverture pour moi. Je vous remercie d'être venu ici passer votre jeudi soir ici à cette session des jeudis en résidence de mars 2024 et je remercie Thomas d'avoir organisé cet événement. Et je pense que si nous sommes tous ici ensemble ce soir, c'est en raison d'une conjonction astrale propice. J'ai encore du mal à croire que je suis maintenant écrivain en résidence ici, que je suis sur cette scène. Ça me paraît surréaliste et j'en serais éternellement reconnaissant. Alors, je dois dire que je n'ai pas été très bien organisée pour aujourd'hui et j'aimerais avoir une conversation intime avec vous, un échange. Je vais vous parler un peu de ce que je fais, de ce que, sur quoi je travaille, des choses un peu bizarres et spéciales sur lesquelles je travaille depuis des années, vous expliquer un peu ce que je fais en tant que créateur et j'espère que vous voudrez bien me tolérer, m'accompagner au cours de l'heure prochaine. Donc, l'œuvre que vous venez de voir est une œuvre audiovisuelle qui s'intitule Mère du tiers-monde et son visa pour le monde libre, créé sur la base du deuxième chapitre de mon roman. Et l'idée m'est venue assez drôlement au moment de préparer ma demande de visa pour venir en Suisse dans le cadre de cette résidence. Et si l'écriture est mon travail quotidien, la paperasserie, c'est vraiment une chose que je n'aime pas, ce qui vous montre bien que j'appartiens à la génération Gen Z, une génération TikTok, liberté politique, mais surtout pas de paperasserie. Blague à part, j'ai vraiment été très stressée pendant la préparation de ma demande de candidature et imaginé toutes sortes de scénarios horribles où je n'aurais pas obtenu le visa. Et la seule personne vers laquelle je pouvais me tourner pour un peu de réconfort, c'était ma mère, qui a vraiment pris sur elle de se rendre au temple local une fois par semaine pour prier pour mon visa. Pour ma mère et peut-être pour de nombreuses mères vietnamiennes, prier, c'est leur façon à elles de montrer leur solidarité avec leurs êtres chers lorsqu'il y a des doutes ou des difficultés. Ainsi, le texte de Third World Mother in Her Free World Visa prend la forme d'une lettre de demande de visa Schengen pour la Suisse, écrite par ma mère. Et pour créer l'audio, j'ai introduit la voix de ma mère dans un outil de clonage pour créer un registre vocal qui conserve à la fois son accent et ses tournures de langage en anglais, bien qu'elle ne parle pas d'autre langue que le vietnamien. Et donc, entendre parler ma mère en anglais pour la première fois, c'était vraiment étrange pour moi.
Mais en même temps, je me suis rendu compte que l'anxiété que j'ai ressentie au cours de la procédure de demande de visa était à la fois historiquement et politiquement incarnée. Pour moi, cette anxiété naît de l'histoire chargée de la lutte des peuples du tiers-monde pour être représentés. Une lutte qui fait d'eux, par inadvertance, des opportunistes dont la véritable liberté politique ne peut être trouvée que dans le monde libre. En tant qu'artiste et écrivain queer et de couleur, ce binaire monde libre, tiers-monde est toujours présent dans mes pensées créatives. En fait, la création de cette performance audiovisuelle a été inspirée par une autre œuvre vidéo de l'artiste britannico-singapourienne Erika Tan, une œuvre intitulée A Presentation by Proxy, qui a été présentée pour la première fois lors du lancement d'un volume, d'un recueil de textes comme Cannibalize Us, Why Don't You? Venez donc nous cannibaliser, qu'elle a édité en 2012. Et elle avait été invitée à présenter l'œuvre, mais comme elle n'a pas pu s'y rendre en personne, elle a créé une vidéo dans laquelle elle a généré une voix par ordinateur pour Halima Binti Abdullah, une artiste malienne qui a été forcée à donner des démonstrations de tissage traditionnel de son pays d'origine à l'exposition de l'Empire britannique à Londres en 1924. Lors de la cérémonie de lancement du livre, Abdullah a parlé à la place de Tan de l'histoire des expositions coloniales en Europe métropolitaine et en particulier de la tradition muséologique des musées britanniques qui avait fait de sa vie un sujet de performance sous le regard ahuri et fasciné des citadins britanniques. Si l'hypothèse du déplacement d'objets culturels en tant que forme de liquidation et d'effacement historique est certainement importante, ce qui m'intéressait davantage, c'était la façon dont Tan jouait avec l'idée d'absence. Abdullah était un personnage historique bien réel, malgré son essence de l'histoire odieusement enregistrée de l'humanité, longue durée. Mais en focalisant sa relation avec l'artisane, lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas une femme d'affaires, elle dit, et je cite, « Avant de poursuivre, Erika m'a encouragée à me présenter brièvement, car elle m'a dit que dans ces occasions, le public a souvent besoin et même parfois exige de savoir d'où l'on vient. Et c'est particulièrement le cas lorsque l'on vient remplacer quelqu'un. Abdullah entre donc dans l'histoire de la même manière qu'un grand artiste moderne de l'Europe de l'Ouest l'aurait fait. Et en ce sens, la relation entre l'artiste décédé Abdullah et l'artiste contemporaine Erika Tan est une médiumnité spirituelle partagée, grâce à laquelle Tan a pu, d'une part, légitimement excuser son absence au lancement, et d'autre part, le nom d'Abdullah a été gravé dans la vaste biographie de l'histoire coloniale, une histoire conçue pour effacer les traces même de son existence, de sa culture et de son identité. Une logique similaire sous-tend également la réalisation de mon œuvre vidéo que vous venez de voir, ainsi que mon projet d'intervention artistique Prosaïque Transkilus, qui m'a permis de me retrouver ici en tant qu'écrivain en résidence. Et croyez-moi ou non, j'ai obtenu mon diplôme de premier cycle il y a un peu moins de 9 mois. Et donc, croyez-moi, mon syndrome de l'imposteur est très fort. Cela dit, je ne suis devenu ni écrivain ni artiste par défaut. J'ai une formation d'historien spécialisé dans l'art contemporain vietnamien et du sud-est asiatique et j'ai acquis cette formation dans une université américaine. L'écriture sur l'histoire de l'art est un mode important de production de connaissances, mais pour moi, ça a toujours été une forme d'écriture très contraignante. Et comme beaucoup d'autres domaines de recherche, pour introduire de nouveaux discours, de nouveaux récits considérés comme importants dans le monde universitaire, un historien de l'art doit s'inspirer de la littérature existante et travailler à partir de là. Et cela veut donc dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises façons de faire de l'histoire de l'art. Et cela veut dire également qu'il y a des tendances importantes à saisir, des langages académiques avec lesquels il faut se familiariser et qu'il faut
apprendre à maîtriser. Et pour moi, c'est la langue anglaise. Il y a aussi des œuvres, des personnages importants qu'il faut citer pour donner du poids à un projet de recherche. Et en ce sens, la rédaction d'un article historique implique une série de choix conscients parmi les théories, les récits, les textes et les dialogues, des choix modifiés par le besoin unique et primordial de finalité. Et j'aimerais maintenant, pour plus de précision sur ce que je dis, vous citer un extrait de mon essai. Dans son essai de 2004, Rosalind Krauss examine l'idée d'un art visuel construit comme un langage et une proposition dans le contexte du discours dominant du modernisme dans l'histoire de l'art américain. Et elle fait également l'auteur fait également allusion à l'idée d'une écriture comme moyen de poser les principes génériques des sujets artistiques, une tentative pour extraire l'art moderniste du sombre abysse de la crise postcoloniale. Ayant été formé en tant qu'écrivain dans la tradition académique américaine au cours des 4 dernières années, j'avais peut-être un peu trop intégré cet objectif primitif de l'écriture, cherchant une cartographie historique après l'autre, tolérant une banalisation sélective de ma spiritualité, de ma positionnalité, tandis que l'histoire de l'art n'a cessé de faire de son travail, c'est-à-dire développer la littérature, tout en refusant constamment de reconnaître ses origines tumultueuses. Thèse, phrase thématique, paragraphe de soutien, résumé, conclusion. C'est la méthode simple et claire de l'écriture américaine, a décrété bravement mon professeur. Et cette voie est devenue ma cause perdue, car à ce stade, je ne sais plus qui ou ce que je dois sauver. L'historien de l'art a-t-il déjà abordé la frustration de cette manière? C'est la question qui me taraudait à l'époque. J'étais obsédée par l'idée de graver mon nom dans l'espace densement peuplé de l'histoire en tant qu'écrivain. Il y a quelque chose de noble à la représentation de quelque chose, mais je n'arrivais pas vraiment à le cerner à l'époque. J'étais plus intéressée par la question de savoir si la représentation pouvait être donnée sans le besoin constant d'être en contact avec la littérature académique en tant qu'historien de l'art. J'ai donc fait une petite expérience avec mon essai prosaïque Transquilus. Je l'ai envoyé et par un effet de magie, il a été publié dans Southeast of Now, qui est la seule revue à comité de lecture qui soit consacrée exclusivement à la publication d'études sur l'art contemporain du Sud-Est asiatique. Elle dépend de la National University Singapore Press. Au cours du processus éditorial, qui a duré près de 7 mois, depuis le moment où je l'avais envoyé, j'ai eu l'honneur de travailler avec le professeur, avec le docteur Nelson, qui était à l'époque cofondateur de la dite revue et qui est devenu mon mentor pendant les 6 mois de ma bourse de recherche. C'était un homme absolument extraordinaire, adorable. En raison de la nature alambiquée du texte que j'avais envoyé, le docteur Nelson m'a demandé d'en fournir un résumé. Ça m'a semblé extrêmement bizarre de présenter un résumé pour une œuvre créative, mais comme c'était ma première contribution à ce type de revue, j'ai fait cette exception. Mais ce geste de la part du Dr Nelson m'a en fait permis de développer pleinement Prosaïque Transquilus, d'en faire un projet d'intervention artistique. Sous prétexte d'un mémoire de recherche universitaire, j'ai écrit sur ma mère, son métier de couturière, qu'elle pratiquait il y a un peu moins de 10 ans, lorsqu'elle était encore en mesure de passer des heures devant une machine à coudre. Dans ce texte, j'ai présenté ma mère comme une figure de l'histoire de l'art et ses créations vestimentaires comme des œuvres d'art. Mais j'ai essayé de maintenir au minimum les citations et surtout, je n'ai pas affirmé d'arguments spécifiques comme le ferait un texte d'histoire de l'art. J'ai essayé de m'écarter autant que possible de mes connaissances en histoire de l'art. Je voulais simplement parler de ma mère, de mes souvenirs, des moments partagés avec elle pendant mon enfance. Et toute l'œuvre du document d'histoire de l'art n'était qu'un prétexte, en fait. J'ai aussi créé une série de collages visuels dans lesquels j'ai rassemblé des modèles de vêtements qui venaient du stock qu'avait ma mère,
quelques photos de famille pour accompagner le texte. Et je m'en suis beaucoup amusée. En fin de compte, j'ai été soulagée de voir que le Dr Nelson n'avait pas abandonné ce projet, même si la prémisse semblait ridicule à l'époque. Mais il ne se doutait pas qu'en créant un petit espace où Prosaïque Tranquillus pourrait prendre racine, il permettrait à une femme dont l'identité, la vie et l'art étaient destinés à rester inconnus pour l'éternité, qu'il lui permettrait de mettre son nom aux côtés de ceux de nombreux artistes reconnus de l'Asie du Sud-Est contemporaine, de la même manière que l'artisane malienne Abdullah s'était inscrite à la surface de l'histoire postcoloniale 100 ans plus tard et contre toute attente. Quand j'ai dit à ma mère que son histoire avait été publiée dans son livre, elle en est restée sidérée, mais elle a surtout été ravie de savoir qu'elle était maintenant connue d'une communauté de personnes qui la considéraient désormais comme une artiste. J'ai donc écrit la première version de Prosaïque Tranquillus au cours de l'été 2022. C'était un petit exercice d'écriture pendant que je faisais une pause dans la préparation de mon mémoire de thèse de premier cycle. Et dans ce travail, j'ai voulu poser plusieurs questions que je n'avais pas pu poser pendant ma formation académique, notamment à qui l'histoire donne-t-elle une représentation? Quel type de discours et de dialogue sont-ils considérés comme significatifs ou banals? De quelle manière l'histoire facilite-t-elle la représentation et comment, de quelle manière ne le fait-elle pas? En raison du manque de temps et de ressources, la publication de Prosaïque Tranquillus n'a pas encore abordé toutes ces questions de manière aussi approfondie que je l'aurais souhaité. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans un autre projet de recherche personnel que j'ai intitulé les choses que les universitaires font et qui ne sont pas très académiques. Et il en est ressorti deux études de cas intéressantes que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Au milieu de l'année 2023, je suis tombée sur ma première étude de cas. C'était un essai de l'historien de l'art et commissaire d'exposition Carlos Giron Jr., intitulé Writerly Disposition, ou disposition littéraire, qui avait été publié plus tôt dans la même revue que Prosaïque Tranquillus. Il a écrit cet essai comme une réflexion sur son expérimentation d'écriture en ligne commencée pendant les confinements de la pandémie et qui s'intitule « Traction, expérimentation d'écriture artistique ». Dans le cadre de cette expérience, il avait invité des gens de tous horizons, universitaires et non universitaires, à écrire sur l'art. Et de cette expérience, l'auteur a extrait pour nous une idée qui, à mon sens, est extrêmement puissante quand on parle d'écriture au sens large. Et je cite, « J'imagine Traction comme une collection, je vois Traction comme une collection de textes sur l'art écrits par des personnes qui ne sont pas surinvesties dans l'idée de la critique, mais qui ont plutôt tendance à réagir ou à réfléchir sur l'art de manière générale par le biais de l'écriture. Ce sens de l'écriture est dispositionnel, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la vision de l'art à partir de points de vue nécessairement prolifiques que peuvent élaborer les différents participants à partir de leurs propres orientations et intimités, que ce soit critiques ou artistiques, théoriques ou fictionnelles, ou encore bureaucratiques ou pragmatiques, tout en permettant différents niveaux de rencontres et d'intérêt. Et le résultat de ce travail de Giron Jr. est une série de textes où l'auteur dit, et je cite, « Les travaux d'écriture et de lecture mettent en œuvre des expérientialités divergentes, puisent dans des mondes différents d'où émanent des savoirs différents. » Donc toute cette idée de la relationnalité de la pratique de l'écriture me parle fortement en tant qu'écrivain et chercheur émergent, parce que ce que je fais a toujours impliqué de lutter contre un ensemble de traditions d'écriture qui triomphent de certains discours ou qui renforcent un certain nombre de paramètres soumis à l'efficacité
l'efficacité épistémologique ou à l'efficacité tout court. Et Pour quiconque travaille ou étudie pour devenir un universitaire ou un érudit, la règle implicite, c'est que le bon travail académique doit exclure toute réaction intime envers l'objet de la recherche ou le sujet de l'étude. Et cette exigence de désincarnation émotionnelle et d'absence générale de dimension affective dans les textes sur l'histoire de l'art est une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire Prosaïque Transkhilus. Je suis ensuite tombée sur ma deuxième étude de cas dans la revue Invisible Culture. En 2020, cette revue publiait un numéro spécial qui comprend des réponses à des questionnaires d'amis, d'étudiants et de collègues de l'historien de l'art et théoricien queer américain Douglas Crimp, qui est décédé en 2019. La première question que posaient les éditeurs aux contributeurs était « Que dirait Douglas Crimp ?» C'était là une référence directe à un autre article consacré au décès de Crimp par Louise Lawler, qu'elle avait publié dans le numéro 171 de la revue October. Et voici ce qu'elle disait. Elle a écrit une question. Que dirait Douglas Crimp? Elle a répété la question encore une fois et le reste de la page est resté blanc. Pour comprendre ce qu'il y a de si particulier, de si spécial dans l'article de Lawler dans October 171, nous devons nous pencher sur la raison d'être de la revue October, qui s'articule autour d'une académicité notoirement complexe et rigoureuse, avec des contributions d'écrivains américains très réputés, tels que Hal Foster, Rosalind Krauss, Annette Michelson, Jonathan Whalley, notamment. Et pour de nombreux étudiants en histoire de l'art comme moi, cette revue était pratiquement une ressource biblique en matière de culture visuelle et de théorie contemporaine. Et cela dit, l'article de Louise Lawler était plus ou moins une réponse directe au licenciement de Douglas Crimp du comité de rédaction de October, survenu en 1990, un événement qui a peut-être changé à tout jamais le caractère de October. Crimp était un pionnier de l'histoire de l'art américain, passionné par les théories queer et d'activisme et de militantisme contre le sida. Il a défendu la cause de la liberté d'expression, plaidé pour l'introduction d'études culturelles contemporaines dans l'orientation actuelle de la revue, avec la publication du numéro 43 d'octobre intitulé AIDS, Cultural Analysis, Cultural Activism, et qui avait suscité l'hostilité de ses collègues à l'époque pour deux raisons. D'abord, en raison du succès monétaire de ce numéro qui a surpassé tous ceux qui l'avaient précédé. Et deuxièmement, la nature sans précédent du style de Crimp à la tête de la rédaction, qui a lentement mais sûrement mis fin au soutien illimité que October accordait jusque-là au discours académique sur le haut modernisme à la fin des années 80. En 90, Crimp a finalement été démis de ses fonctions de rédacteur en chef de la revue après s'être vu refuser la publication de 2 textes de présentation du projet How Do I Look, film et vidéoconférence queer, organisé par l'anthologie Film Archives de la même année. Et ici, j'aimerais reproduire ce qu'a dit Crimp à ce moment-là. Mes collègues éditeurs ont fini, je pense, par être contrariés du succès d'Octobre 43, en particulier du fait que pour un nouveau groupe de lecteurs, October était devenu le magazine de Douglas Crimp et non celui de Rosalind Krauss ou d'Annette Michelson. Devenir un militant du sida m'a transformé intellectuellement. Ça a transformé sur ce quoi je voulais travailler et m'a rapproché des études culturelles sur le plan méthodologique. C'était à une époque où Rosalind et Annette s'étaient plus ou moins retirées du travail quotidien du magazine. Elles s'en étaient lassées.
Et pendant très longtemps, pour moi, Prosaic transculus était devenu un parasite. Il ne porte rien à la littérature ou à l'art. C'est peut-être ce qu'on appelle un travail universitaire inutile. J'avais même pensé que le fait qu'il ait été publié dans une publication de ce type était une sorte de retour en arrière. Mais la question que l'on a posée, c'est sur l'héritage laissé par Douglas Crimps et avec son absence de la revue, est peut-être devenu le moment le plus transformateur de l'histoire des études queer. Et parce qu'il donnait peut-être une idée de ce que la recherche universitaire pouvait être. Donc, ce qui est devenu une pause pour moi, ce qui était au départ une pause pour moi, est devenu une obsession, une recherche constante du sens. Et les réponses de Lawler et de Kiron Jr. à la démission, au licenciement de Crimps, disait qu'il faisait le pont entre l'académie et la recherche érudite. Et c'est devenu le point de départ pour mon projet le plus ambitieux. Donc, mon premier roman, un roman qui raconte l'histoire de Small L, un jeune Vietnamien et un baroudeur américain, Essan. Et Small L est absolument obsédé par l'histoire de la neige. Il veut voir de la neige. Donc, d'une part, il y a Small L qui veut sortir de son pays, parce qu'il a eu accès à des écrivains américains à un très jeune âge. Et par ailleurs, il pense aussi qu'en échappant au Vietnam, il pourra se détacher du traumatisme collectif de la guerre du Vietnam que son père lui avait imposé en quelque sorte. Donc, son identité, l'identité de ce personnage est celle d'un chercheur qui a des idées sur le monde postcommuniste et le monde libre. Donc, il rencontre Essan alors qu'il est en Arménie pour un travail de recherche et ils ont une liaison romantique pendant ce séjour. En tant que gay, Essan cherche des prétextes pour ne pas retourner dans son pays d'origine, Téhéran. Et il essaie de comprendre, de donner un sens à ce qui s'est passé en Amérique avec le 11 septembre et la révolution de 1975 en Iran. Il s'installe lui aussi un moment en Arménie, un pays qui n'est pas très loin de l'Iran, en fait, et où il essaie d'arriver à prendre des décisions. Et pour vous donner une idée de ce roman, je vais vous en lire un chapitre, le 4e chapitre, où l'on parlera également de la revue October. Mais j'aimerais vous dire que nos interprètes qui sont là-haut dans les cabines vont faire de leur mieux pour interpréter ce passage. Mais évidemment, nous avons là un texte littéraire qui ne peut pas être interprété oralement. Et donc, comme il ne s'agit pas d'une traduction, ce n'est pas non plus ce qu'on attend d'un interprète. Et donc, nous espérons que la traduction sera acceptable, mais elle ne reflètera pas fidèlement le style du texte original.
Ehsan se réveilla au son de l'alarme stridente de son téléphone, se sentant un peu ballonné. Il avait testé son seuil de tolérance corporelle à la marijuana en augmentant sa limite de consommation d'1 joint tous les 3 jours. La nuit dernière, il était parvenu à en fumer 6, un nouveau record. À 36 ans, Ehsan se considérait en assez bonne santé par rapport aux milléniaux de sa génération, qui affichaient surtout sur les réseaux sociaux leur capacité à se payer des séances hebdomadaires chez le chiropraticien. Il voulut donc relever un petit défi. Son dernier examen médical n'avait révélé ni cancer du poumon, ni scoliose préparentale. Grand et corpulent, Ehsan s'adonnait tous les matins à des séances de musculation en caleçon. Cette hygiène de vie était indispensable au routard qu'il était et qui passait habituellement des heures assis, couché ou debout dans des aéroports. Il dépensait l'argent gagné en donnant des cours d'anglais privés à des enfants asiatiques en voyage à travers le monde. En général, ces derniers payaient très bien. Dans certains cas, cependant, être perse n'était pas un avantage, car certains parents asiatiques refusaient qu'une personne qui n'était pas de langue maternelle anglaise enseigne l'anglais à leurs précieux gremlins, que cette personne soit naturalisée américaine ou pas. Ehsan pensait que sa barbe trahissait ses traits moyen-orientaux congénitaux. Un jour, la mère d'une fillette thaïlandaise de 7 ans lui dit que pour elle, l'anglais était une sorte d'antibiotique et la langue maternelle de la fillette, un système immunitaire déréglé. Bien que parfaitement consciente de l'effet corrosif de l'antibiotique, elle souhaitait néanmoins que sa fille en prenne. Lorsqu'Ehsan fut embauché, l'avenir de la fillette était déjà tout tracé. Elle maîtriserait l'anglais à 10 ans, l'allemand et l'espagnol à 14 ans et, dernière des priorités, le français à 18 ans. Son admission dans un établissement de l'Ivy League, de préférence Harvard, était plausible. Et avec un parent dans le Massachusetts, les formalités si redoutées d'obtention de la Green Card étaient déjà accomplies aux yeux de la mère. Mais tout dépend de l'issue de la prochaine élection présidentielle, dit-elle, penchée sur l'écran d'ordinateur d'Ehsan. Les lois sur l'immigration changent régulièrement. Les Américains aiment dire que c'est le plan de Dieu. Quoi qu'il en soit, je ferai l'impossible pour permettre à ma fille de se rendre en Amérique, même si je dois pour cela défier sa sainteté. Dans les prochains mois, elle enverrait sa fille dans une école privée, puis pendant l'été aux États-Unis, dans le cadre d'un programme d'échange pour jeunes. Elle pensait faire fructifier le fonds fiduciaire de son père jusqu'au dernier centime. Il suffisait juste qu'elle soit patiente. Après 3 séries de pompes accomplies torse nu, Ehsan prit une rapide douche et fut prêt à prendre la route. Le trajet pour se rendre d'Urtsador à Armavir prendrait 1 heure. Il fut surpris par la modicité du tarif mensuel de location d'une voiture par rapport à son coût dans la capitale. Outre son passeport frappé d'un aigle chauve, l'étincelant permis de conduire américain d'Ehsan produit des effets magiques à Urtadzor, lui valant la location pour 2 mois d'une Ziguli 2106 sédan vert mousse avec de médiocres affaires à la clé. Le véhicule lui-même était en assez bon état compte tenu de l'obsession que les Arméniens d'un certain âge pouvaient avoir pour les automobiles soviétiques d'époque, à des fins de collection ou de mise en location. L'été touchait à sa fin en Arménie, mais on distinguait encore les montagnes dans le ciel bleu et clair. La route, habituellement vide, renforçait la sensation d'espace conférée par le paysage rocheux et rendait le voyage d'Ehsan, sinon moins ennuyeux, à tout le moins plus utile. Il ouvrit la fenêtre et laissa le vent exorciser les dernières vapeurs d'herbe fumée qui s'étaient accumulées dans la voiture depuis près de 3 jours. À l'entrée d'Arak, Ehsan fit demi-tour pour contourner le centre culturel local au lieu de s'engouffrer tout droit dans la rue étroite, évidemment non pavée. L'édifice était haut de 2 étages, d'une teinte rougeâtre, due aux briques rouges surdimensionnées et de tons variés. Ils s'empilaient les uns les unes sur les autres.
Le bâtiment était loin d'être structurellement solide, avec une rangée d'immenses fenêtres rectangulaires sans voilage, fenêtres qu'Ehsan prenait pour être des fenêtres, et qui s'étalaient sur environ 90% de la surface du deuxième étage. Ehsan pouvait voir la lumière du soleil s'infiltrer violemment dans la pièce vide à travers ses fenêtres lorsqu'il passa devant le bâtiment. Il arriva ensuite à un petit arrêt de bus, freina et jeta un coup d'œil sur une affiche soviétique pourvue d'une ligne de texte en russe. Ne laissez pas un étranger rentrer dans votre maison. Si vous en voyez un, signalez-le. En dessous figurait un dessin coloré et stylisé d'un communiste arménien en uniforme, rouant de coups avec la crosse d'un fusil d'assaut des cambrioleurs terrifiés et 10 fois plus petits. La différence de taille entre le communiste géant et le groupe de cambrioleurs grimaçants amusa Ehsan. Après avoir pris un autre virage, la Ziguli s'arrêta devant un bungalow à l'aspect délabré. La propagande soviétique contre le cambriolage toujours à l'esprit, il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait traverser de manière gauche l'épaisse pelouse du bungalow et poussa le portail. Il emprunta un petit escalier pour atteindre le niveau supérieur de la maison. Celle-ci révéla un balcon ouvert surplombant un jardin vide. Plus loin, Ehsan distingua la silhouette du mont Ararat et son emblématique manteau de neige éternelle. Pour Ehsan, Arax revêtait une importance particulière car on pouvait y vivre une collision temporelle troublante entre deux des plus grandes œuvres de la religion. D'une part, le mont Ararat, le lieu de repos de l'Arche de Noé, aussi saint et sublime qu'une pâtisserie fraîchement sortie du four du livre de la Genèse 8.4, et d'autre part, l'écho des prières de Salah parvenant à travers les airs depuis la lointaine frontière de l'Arménie et de la Turquie. Ehsan n'était pas plus musulman, à tout le moins plus depuis qu'il avait prononcé le vœu mi-sacré, mi-patriote de devenir ce qu'il appelait parfois un vrai citoyen américain. Il se décida néanmoins à assister à l'intégralité de la prière, assis à la table voisine, et s'offrit son premier joint de la journée. Après avoir prêté l'oreille, observé et fumé, Ehsan se dirigea vers la porte d'entrée de la maison et baissa la poignée. La porte n'était pas verrouillée, comme il s'y attendait. Il franchit le pas de la porte et se dirigea vers la chambre à coucher principale, où il rangea tranquillement ses chaussures avant de se glisser sous la couverture rouge du lit. Sa main s'approcha lentement de ce qui semblait être le dos nu d'un jeune homme endormi. Ehsan passa sa main sur le corps, lentement et attentivement, jusqu'à la ceinture élastique du vêtement. Lorsqu'il introduisit doucement son doigt dans le jeune homme, celui-ci laissa échapper une succession de râles. Pour Ehsan, être gay permettait de distinguer un râle insatisfait d'un râle satisfait. Ceux du jeune homme, se rendit-il compte à ce moment précis, étaient un mélange des deux. Bonjour, grand paresseux, dit Ehsan en caressant doucement le nid de cheveux garnissant la tête de Small L. Baiser le matin, c'est sans pipe. Je pensais qu'on s'était mis d'accord là-dessus, répondit Small L d'une voix toujours un peu somnolente. Tu aurais pu m'appeler avant, tu sais, poursuivit-il en essuyant le fluide corporel d'Ehsan sur son torse avec un mouchoir en papier. Eh bien, je suis là, un point c'est tout, dit Ehsan, manifestement insensible à la pique de Small L. Et je pense que je peux me passer de pipe aujourd'hui, ajouta-t-il. D'ailleurs, tu aurais pu peut-être fermer la porte à clé, non? Tu as vu l'affiche russe près du centre culturel? On dirait que ça cambriole ici. Ah, ce machin? Small L se leva et commença à défaire un coin du draus. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle est encore là, cette affiche. Tu n'imagines pas à quel point les Arméniens ont essayé de bannir tout spectre du communisme depuis 1991. Exorciser le fantôme soviétique, c'est leur définition de l'exorcisme, je pense. Small L pensa à la scène emblématique de The Conjuring, avec un Staline possédé, attaché à la tête de lit à la place de Caroline,
Et au lieu qu'elle ne retrouve son état normal, eh bien Staline se consumerait en un immense nuage de poussière. Il n'avait pas réalisé à quel point il appréciait le verbe exorciser. Il se souvint en particulier de la citation de Karl Marx mentionnée par le professeur Kornfield dans son introduction au cours d'art moderne. Tout ce qui est solide se dissout dans l'air. Mais c'est la phrase suivante qui l'interpellait encore plus. Tout ce qui est saint est profané. L'homme finit toujours par être contraint d'accepter en toute lucidité ses conditions de vie réelles et ses rapports avec ses proches. C'est comme si le pays tout entier était en désintoxication. Même si l'Arménie est un ancien État communiste, politiquement et culturellement non intoxiqué, l'air ici est différent de celui du Vietnam, déclara Small L. Une nation post-socialiste sobre, c'est ça? Il fut surpris qu'Ehsan s'intéresse aux méandres de sa pensée. Oui, on peut dire ça, poursuivit Smolel en pensant à l'ironie de cette situation. La sobriété idéologique d'un homme pouvait tout aussi être interprétée comme l'ivresse d'un coma éthylique par un autre homme. Marx était cet autre homme dans ce cas, pensa Small L, sauf qu'il en était déjà à son 5e verre de whisky. Tu sais, je suis venu ici pour découvrir ce qu'était ce post-socialisme. Mais à part quelques essais rédigés par des critiques d'avant-garde à la fin des années 90, tout semble si blanchi. Je ne trouve pas le bon mot. Désolé. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçu, car le mot post-soviétique est littéralement mentionné sur le dépliant de ma bourse d'études. Ça sent un peu la publicité mensongère, non? Smolel continua. Il regarda Ehsan, toujours allongé sur le lit. Il arracha en grognant le dernier bout de drap de dessous le fessier d'Ehsan, qui ne semblait pas du tout amusé par les propos de Smolel. « Hé, fais gaffe, chien !» Small L jeta un regard torve à Ehsan. Il détestait quand Ehsan parlait ainsi. Son côté hétéro avait quelque chose qui donnait à Small L l'envie de l'envoyer valser dans une autre dimension où il serait confronté à 10 fois plus d'homophobie qu'il n'en subirait jamais sur Terre. Pardon, dit Small L, en s'affaissant sur le matelas libéré de son drap. Je ne suis pas très en forme aujourd'hui, poursuivit-il. En plus, c'est ton sperme qui a taché mon drap, mon beau et grand roi de Perse. Sérieusement, je viens de le laver il y a 2 jours. Écoute, je suis désolé, moi aussi, dit Ehsan, de plus en plus empathique. Il se tourna et attira Smolel dans ses bras. Smolel, comme son nom le suggérait, était de petite taille, un peu trop petit pour son âge. Quand il avait 6 ans, son père lui faisait boire une pleine tasse de lait maternisé de marque australienne tous les soirs avant de se coucher, dans l'espoir qu'il grandisse au fil des ans. Mais le pauvre garçon est toujours resté à 4 pieds 9 pouces, même après ses 23 ans. Allongé à côté d'Ehsan, qui mesure 6 pieds 2 pouces, il donnait l'impression de 2 insectes parfaitement conçus pour se blottir l'un contre l'autre. Il tira encore plus sa tête contre la poitrine d'Ehsan. Smolel aimait l'odeur d'Ehsan, un mélange d'amandes fraîches, d'herbes mouillées par la pluie et d'aiguilles de pin. Jamais il ne serait sorti avec quelqu'un qui refusait d'utiliser du déodorant. Mais Ehsan était l'exception. Cet homme sentait naturellement bon. C'est pas grave, c'est pas comme si je n'avais pas participé à la scène baise, ricana Small L, très fier de sa trouvaille linguistique. En tant qu'étudiant d'anglais et écrivain, Small L aimait inventer de nouveaux termes en assemblant des mots au lieu d'enrichir son vocabulaire à partir de ses inventaires de mots certifiés. Fuckscape, shit-thrown, dapple-ditch, gloss-grieve, weather palms, Genginization, qui est une nouvelle thérapie de conversation religieuse qu'il administrait à titre expérimental à son bien-aimé millénal Ehsan, We-coded, God-armored et Congated. À propos du poster, tiens, je suppose que lorsque l'URSS s'est effondrée, tout le système sociopolitique communiste de l'Arménie s'est effondré en même temps, engendrant le fléau des cambriolages qui sévissaient à l'époque. Tout le monde a l'air si heureux dans ce pays, au point que c'en est un petit peu suspect. Même les artistes mangent si bien que je suppose que les larcins ne sont plus nécessaires. Je me trompe?
C'est toi qui le dis. Ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Tu vois la Ziguli vintage que je conduis? Eh bien, c'est de la nostalgie soviétique incarnée. On en fera une étude de cas un jour, Ehsan. Tu sais, parfois, l'amnésie collective peut être chouette. Un jour, tu te réveilles et tous les souvenirs du passé, les troubles, les traumatismes ont fait pchit, disparu. Tu te réveilles et te considères comme un homme nouveau, dit Smolel, regrettant aussitôt d'avoir dit « homme nouveau », terme utilisé par la propagande communiste pendant la Première Guerre d'Indochine. Putain, ce que je veux dire, c'est que tu as compris l'idée, n'est-ce pas? C'est comme si tu te réveillais un jour et que ta quête de l'arménité se transformait soudain en un buffet gastronomique. Je suis jaloux de la liberté et du choix d'options qu'ils ont ici. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, répond Ehsan, tirant Smolel vers lui tout en essayant de changer de sujet. Mais tu sais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la différence de taille entre l'officier communiste et les cambrioleurs sur l'affiche. La ressemblance entre cette affiche et le prospectus pour le film Godzilla d'Ichiro Honda est troublante. L'esthétique des affiches socialistes exige que tous les bons acteurs du projet social soient visuellement égaux. Les officiers communistes et les cambrioleurs, les soldats, les ouvriers, les agriculteurs, les hauts fonctionnaires. Oui, oui, je sais. Ehsan se souvint que Smolel lui avait déjà donné ce petit cours. Un cambrioleur ne peut pas être de la même taille qu'un honorable soldat. Je suppose que même dans l'idéal communiste, le statut social existe. Pire, c'est quelque chose qui se gagne et qui ne n'est pas accordé. C'est bien la seule fois où ça ne m'emmerde pas que tu mettes des mots dans ma bouche, déclara fièrement Smolel. Tu veux devenir mon assistant de recherche, bravo? Contre paiement en pipe? Alors on est d'accord, dit Ehsan, sourire en coin. Non, merci. Ce n'est pas comme si j'étais un érudit exceptionnel de toute façon, mais tu as compris l'idée. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai voulu quitter le Vietnam pendant un certain temps. Être artiste et historien de l'art, c'est le pire métier que l'on puisse exercer. On est méprisé par tout le monde. Et j'y suis déjà plongé jusqu'au cou dans ce métier. Même l'Académie de l'art vietnamien est dans une situation de paralysie absolue. Tu sais, mon université comptait 2 professeurs que nous considérions comme des gardiens de ma discipline. Un jour, pendant le déjeuner, je les ai entendus plaisanter sur le fils de Bin Laden, qui pourrait théoriquement commettre un autre attentat du 11 septembre contre le bâtiment du département pour venger son père. Et que si cela devait se produire, que Dieu nous en préserve, toute l'avant-garde de la recherche artistique vietnamienne se volatiliserait, sans déconner. Si, ils l'ont fait, Yan. Le pire, c'est que le soi-disant fils du terroriste, Omar, est un artiste et un écrivain. Et tu sais quoi? Moi aussi, je suis un artiste et un écrivain. Nous sommes tous les deux techniquement en exil, moi à Arax en Arménie, lui en Normandie en France. Je suis un homosexuel invétéré, il ne l'est pas, mais son père a brûlé 2 tours. Et nous essayons tous les deux de fuir certains épisodes de l'histoire de l'humanité qui ont pour seul but de nous hanter. Sauf que ce n'est pas comme si j'allais faire les gros titres de sitôt. Je suis trop fauché, je m'alimente avec une bourse du gouvernement arménien et je vis à l'œil dans la maison de quelqu'un d'autre. Le visage de Smolel devint bleu. Il s'était lui-même impressionné en crachant ce paragraphe d'une seule traite. Mais tu sais, parfois, je me demande si c'est une malédiction ou un privilège pour un érudit de prendre conscience de son importance historique avant de mourir et de toutes les conneries qu'il ferait pour préserver son influence dans le monde académique. Prenons l'exemple de Douglas Crimp. Il a été licencié de son poste de rédacteur en chef de la revue October, saint graal de la théorie et de la critique de l'art institutionnel américain. Licencié donc après avoir proposé de publier 2 documents d'une conférence sur les films d'art queer en 1990. En présentant ces documents, Crimp espérait que les questions intellectuelles relatives aux expériences queer soient abordées au-delà de nos théories actuelles. Une tradition que les rédacteurs en chef d'October avaient cultivée
pendant des années. Il a été tout simplement débarqué d'October au nom de la quintessence de la culture visuelle pour l'empêcher de transformer la revue en un instrument de déclaration politique de son époque. Et Esan, Krauss et Michelson, et qui sont elles-mêmes des chercheurs, ont décidé de s'occuper de Crimp en lui retirant le pouvoir, comme de vrais politiciens, déclara Small-L. Cette fois-ci, il fit des pauses entre les phrases, sentant les mots sortir de plus en plus sèchement de sa gorge. Tu sais pourquoi j'ai voulu devenir historien de l'art? Dans un numéro d'October consacré à la mort de Crimp, Louise Lawler a écrit 2 fois « What would Douglas say ?» à la page 161, avant de laisser un espace vide. Réponse: un trou noir dans la littérature de l'histoire de l'art? Sacrilège absolu, pensais-je. Mais ce trou noir, Esan, cette quiétude douce, queer et pathologique, a une vitesse de fuite tout aussi pathologique. Small-L choisit ses mots avec soin. C'est ce que je cherchais justement depuis si longtemps. Esan resta sans voix, la tête de Small-L reposant toujours sur son bras. Il regarda Small-L, qui fixait le plafond couvert de moisissures. Il l'avait écouté, mais laissa le silence s'installer et la chaleur de leur corps apaiser le deuxième orgasme de la journée de son partenaire, en essayant de ne pas penser à son propre 11 septembre. Esan comprit que Small-L lui-même n'était pas arrivé en Arménie en provenance de terres heureuses. Mais Small-L, pensait-il, se torturait avec des prises de tête intellectuelles, académiques ou autres. Et pire, il avait l'impression que c'était le seul moyen qui empêchait Small-L de basculer dans la folie. Il appréciait néanmoins chaque brin de conversation partagée avec lui, car tous deux essayaient de comprendre ce que signifiait de vivre au-delà de leur passé collectif. Contrairement au statut socialiste qu'ils avaient évoqué plus tôt, ces valeurs collectives, ces souvenirs et cette conscience politique leur avaient été accordées, plus ou moins contre leur gré. Le désir de se vivre en tant que personne à part entière les réunit dans ce pays, dans une galerie d'art d'Erevan, un dimanche matin de juillet. Bien qu'il penchât du côté masculin du spectre homosexuel, ce n'était pas facile pour Esan de rentrer en Iran. Lors de leur premier rendez-vous, Esan dit à Small-L qu'il l'emmènerait un jour à Téhéran pour... Esan n'arrivait pas à trouver une seule activité qu'ils pourraient faire ensemble sans attirer l'attention de façon injustifiée. Il apprécia que Small-L n'insista pas avec un « pour faire quoi ?» Cela faisait environ 22 ans qu'il avait déménagé à San Francisco. Téhéran lui était devenue étrangère, pour ne pas dire ouvertement hostile. Il appelait encore sa mère de temps en temps, même s'il parlait anglais la plupart du temps. « Esan Jan », dit sa mère à l'autre bout du fil. « Comment tu allais bien en Amérique ?» lui demandait-elle. Curieusement, quand Small-L n'hurlait pas des bêtises, sa voix douce lui rappelait la tendresse de sa mère, surtout lorsqu'il prononçait le mot « Jan », un mot arménien qui se prononce et s'écrit presque de la même manière qu'en farsi, un mot qui signifie « cher » ou « men » en vietnamien, ajouta Small-L. Small-L a pris ce mot de sa meilleure amie Sonia, qui lui avait prêté sa vieille maison de famille pour qu'il s'y installe gratuitement pendant la durée de son séjour d'études. Quant à Esan, tout ce qu'il voulait après ce premier rendez-vous, c'était de ramener Small-L à la maison, de mettre de l'ordre dans ses tripes et de laisser cet attachant Jan s'agiter dans sa tête comme une mouche dans son bocal. J'espère que vous êtes toujours éveillés et avec moi. Alors, en écrivant cette nouvelle, c'était une façon d'utiliser mon passé, de l'utiliser. Et cela me permet d'avoir des conversations intimes avec des penseurs, des chercheurs, des gens que j'admire énormément, ce qui aurait autrement été impossible dans un milieu universitaire habituel. Par ailleurs,
C'est aussi là que je peux aborder des sujets qui sont très personnels pour moi. Tout d'abord parce que cela révèle des éléments de Small-L et qui parle également d'aspects transgénérationnels qui sont importants pour moi et pour mes amis qui sont de la génération Z ou qui ont grandi après le 11 septembre, événement qui a changé le monde pour nous et les conditions sociales qui l'accompagnaient. Small-L est de la génération Z et Ehsan est un millénial. Ils doivent trouver le moyen de se retrouver malgré leurs différences. Maintenant, avant de terminer la présentation, j'aimerais encore vous parler de Julieta Singh, une écrivaine avec laquelle j'ai une grande solidarité créative. Nous avons travaillé pendant la réalisation de Prosaïque Transkilus et de For There'd Be Snow. Dans son livre « No Archive Will Restore You », elle écrit « Pourquoi sommes-nous restés alors que les chances étaient contre nous? Je ne blâme pas les archives en tant que telles, mais il est certain qu'elles font naître en chacun d'entre nous une sorte de promesse qui nous maintient attachés au monde universitaire. Les archives représentaient l'espoir insaisissable d'un salut individuel. Si nous pouvions trouver les bonnes archives, une réserve de matériel suffisamment sexy pour que nous puissions nous vendre, pour éviter la dépression, les crises d'angoisse, les craintes de voir arriver l'âge mûr qui viendrait lorsque, une à une, nous réaliserions que nous n'allions pas être choisis. Tout au long de son livre, Singh n'a jamais vraiment expliqué ce qu'elle entendait par archives, bien que son désir de les trouver, de trouver ses propres archives, soit palpable. On pourrait considérer cet exemple comme un exemple d'écriture horrible dans la mesure où aucune définition utile n'est donnée de cette idée d'archive et du fait que parfois le livre ressemble à un flux de conscience. Mais ce méandre poétique entre les pensées, les théories, les récits et l'absence générale d'objets scientifiques fait de No Archive Will Restore You une œuvre magnifique et personnelle. Les recherches des archives de Singh sont devenues également pour elle une occasion de désapprendre ce qu'il est advenu de nos pratiques et traditions magistrales dans le monde universitaire. Je pense que cette archive inconnue, cette chose cassée, comme l'appelle Singh, renvoie à la réarticulation de la représentation queer que Douglas Grimm défendait, que j'ai mentionné tout à l'heure, et qu'il défendait depuis son licenciement de la revue d'octobre. Et comme Singh, malgré toutes les difficultés que posent ma pratique et mes études en tant qu'historien de l'art, je ne suis pas prêt à renoncer au monde universitaire. Et donc, il ne me reste plus qu'à continuer à écrire en parallèle. Et ici, j'aimerais aussi penser que For There'd Be Snow est un premier pas pour moi vers la découverte de mes propres archives en tant que chercheur et surtout en tant qu'écrivain créatif. Singh trouve un nouveau sens en appliquant son travail académique dans des contextes non conventionnels et donc ces archives entrent également en résonance avec mon personnage, celui de Small-L, et de sa quête absurde de la neige dans le monde libre. Mais ne vous y trompez pas, Singh est une chercheuse littéraire extrêmement rigoureuse et donc on peut affirmer que son œuvre est une abomination qu'elle était prête à commettre pour trouver le vrai sens de la recherche et de la pratique de l'écriture au sens large. Comme j'étais obsédée par Singh à l'époque, j'ai recommandé son livre pour un cours de lecture théorique à l'université. Et bien entendu, il a été rejeté d'emblée. Ce texte est trop poétique pour une lecture critique, m'a dit mon professeur. Mais cela m'a fait comprendre que les archives ultimes restent introuvables pour le moment.
Et c'est pourquoi j'aimerais organiser une performance communautaire intitulée « Il n'y a pas toujours un temps et un lieu pour tout ». On pourra y discuter d'une sélection de textes critico-poétiques qui ont été jugés inadaptés pour un cours de théorie de premier cycle. Il y aurait notamment No Archive Will Restore You et Unthinking Mystery de Julieta Singh et The Argonauts de Maggie Nelson. Et maintenant, je vous invite, vous qui êtes ici à la Fondation Jan Michalski, à participer à cette performance avec nous. À l'écran, vous voyez qu'il y a un code QR à droite de l'écran. Il vous conduira à mon compte Instagram. Et si vous êtes intéressé à participer à cette performance, vous y trouverez tous les détails nécessaires. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'être venu. Mais il y a encore un petit cocktail en haut si vous êtes intéressé. Je suis là. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, nous pouvons le faire avec un verre de vin gratuit, si vous le souhaitez. Merci.